Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau Critic Man, et si vous êtes tipeur, vous savez, c'est une nouvelle formule simplifiée, puisque notamment, tous les trailers que j'utilisais pour illustrer la vidéo de la façon la plus magnifique possible bloquent de plus en plus souvent cette fameuse vidéo, donc je suis obligé de refaire le montage, de réexporter, d'ailleurs heureusement que je gardais mon montage, bref, immense perte de temps pour se retrouver finalement avec des trous où il n'y a plus de trailer, donc on simplifie. Plus de fond vert, je fais ça de manière très simple, ça va me permettre de me dégager du temps et de maintenir en même temps cette rubrique Critic Man. La rubrique Loop aussi saute, mais elle va peut-être réapparaître dans un autre type de vidéo à venir dans 1000 ans. Le rendez-vous est pris, notez dans vos agendas, en 3018, vous aurez une nouvelle émission de Nick Kubik. Encore une fois, j'ai oublié de vous préciser que je fais un magnifique sommaire interactif disponible dans le descriptif de la vidéo, qui vous permet, si vous n'avez pas envie de tout regarder, d'aller voir seulement les films qui vous intéressent. 18 films à toute balle, attention, c'est parti, on commence avec La machine à démonter le temps de Stevie Pink qui est sorti en 2010. Départ poussif, devient plus sympa quand ça se bat en sucette, où les personnages sont pas intéressants, mais raconte des petites choses à travers un plutôt bon délire, n'en fait pas trop mais happy end un peu facile. 3 étoiles. Ensuite Get Out de Jordan Peele qui est sorti en 2017. Savoureux jeu de piste à décoder, ambiance bizarre qui fait plaisir, un personnage au ton trop décalé, le suspense s'essouffle sur la fin, 3 étoiles. Ensuite, Juste la fin du monde de Xavier Dolan sorti en 2016. Casting de porc, huis clos étouffant tout en tension, et pur de la mise en scène, peut-être parce que ça vient d'une pièce de théâtre, ça fait d'ailleurs un peu pièce de théâtre filmée. Difficile de tout saisir parce qu'il y a beaucoup de zones d'ombre et de non-dits, donc ça se regarde presque comme un thriller mais il m'a manqué un petit quelque chose, alors 3 étoiles. Ensuite Astérix le Gaulois de Ray Goussens sorti en 1967. Un peu rudimentaire en termes d'animation voire de dessin, le design des personnages n'est pas définitif, mais certains décors sont assez chouettes. En tout cas l'esprit de la BD est là, notamment grâce au putain de musique trop marrante et à un super casting vocal. Toujours drôle, un peu mou sur sa deuxième partie, alors 3 étoiles. Ensuite Upgrade de Lee Whannell sorti en 2018. Un concept cool et bien utilisé, notamment qui donne des scènes d'action très chouettes, mais les personnages sont plutôt superficiels. Donc le suspense est assez cool, notamment la fin est chouette parce que ça va jusqu'au bout, mais c'est pas vraiment incarné, alors je reste à 3 étoiles. Un peu dommage. Ensuite Ant-Man et la guêpe de Peyton Reed sorti en 2018. Plutôt fun sans être super, mais ne se prend pas au sérieux, ça fait plaisir. Donc malgré un scénario un peu léger, où rien n'est vraiment développé, et ben on passe un bon moment, et le twist de fin donne envie de voir la suite. Un divertissement sympa, 3 étoiles. Ensuite, Conan O'Brien Can't Stop de Roadman Flanders, sorti en 2011. Fascinante personne de Conan, qui est en représentation permanente, au point d'en être intoxiqué. Il débite de la vanne en permanence comme un moyen de communiquer, mais détourné, et dont il est lui-même pris au piège. Au final, on voit un peu trop d'images du show, et pas assez de discussion, donc ça reste à 3 étoiles, mais c'est fascinant. Ensuite, L'enfance nue de Maurice Pialat, sorti en 1968. C'était en pellicule, du coup l'image n'a pas vieilli, c'est plutôt beau, notamment les couleurs, et ça permet de capturer justement cette époque. On est vite impliqué auprès du gamin, et ça montre une sorte de bienveillance tout en simplicité. Sans sentimentalisme, même si ça transmet de l'émotion. C'est un 4 étoiles parce que c'est beau. Ensuite, Oscar de Edouard Molinaro, sorti en 1967. De Funès, des barres de rire qui ne s'arrêtent jamais, un putain de décor, mais ça reste un vaudeville, donc un peu superficiel. 4 étoiles quand même, parce que c'est un carton plein. Ensuite, Du poil sous les roses de Jean-Julien Chervier et Agnès Obadia, qui est sorti en 2000. Des gens qui parlent normalement dans un film français, ça fait plaisir. Très juste aussi sur la sexualité des ados, sans les phares et les artifices habituels des films, un peu maladroit parfois, drôle et un peu fou. 4 étoiles, même si c'est pas très beau esthétiquement parlant. Ensuite, The Predator de Shane Black, sorti en 2018. Je ne comprends pas pourquoi tout ce backlash sur ce film, parce qu'il est putain de jouissif. Alors peut-être parce que tout le monde s'attendait à un truc d'action dans la forêt, etc. et que Predator, en fait, il y a eu qu'un film comme ça. C'est une franchise très particulière, les films sont à chaque fois différents. Il y en a un tous les 5-10 ans. Bref, là c'est plutôt une comédie. Alors oui, les décors sont peut-être un peu lambda, mais justement, c'est le délire de faire un Predator dans une banlieue. Ça a au moins le mérite d'être original, en étant super bien rythmé. Et l'aspect générique, par exemple, du héros, s'explique parfaitement par le second degré permanent du film. C'est un pur délire, années 90, ironique. Il se moque de Predator et des actionneurs. Plein d'idées. Donc il faut le prendre pour ce qu'il est et pas ce que vous auriez aimé que ce soit ce nouveau Predator. Mais c'est vrai que ce côté très méta-ironique amène peut-être un peu de vacuité à l'ensemble. Et puis on sent que la scène de fin était trafiquée pour faire potentiellement une suite. Mais 4 étoiles parce que j'ai pris mon pied. Ensuite, L'inspecteur Harry de Don Siegel, sorti en 1971. Putain de classe visuelle. On a l'impression d'avoir déjà vu ça, mais c'est justement parce que c'est le film précurseur du policier à la morale limite. Très immersif et percutant, Clint Eastwood, le méchant est bien cool dégueu. En même temps, le film lui-même peut être limite, moralement parlant. Bon, il repart avec ses 4 étoiles, hein, faut pas déconner. Ensuite, Le Dernier Empereur de Bernardo Bertolucci, sorti en 1987.
Fresque historique de malade, cinématographie à se damner la race, histoire incroyable et réelle, qui arrive à parler autant du personnage que du contexte historique qui l'entoure. Par contre, scandale, un film sur la Chine avec l'empereur de Chine où tout le monde parle anglais. C'est un scandale, ça n'a aucun sens. Je ne supporte pas ce genre de truchement de merde. Même si oui, l'empereur a appris à parler l'anglais, à un moment il y a un précepteur, etc. Il va pas me faire croire que sa mère parle à son ami ou la concubine ou je sais pas quoi en anglais. Faux fake. Donc il repart seulement avec ses 4 étoiles pour cette raison très précise. Ensuite, Les Grandes Gueules de Robert Enrico, sorti en 1965. Un putain de western français dans les Vosges. Pure mise en scène, suspense, tension bien ficelée, quelques longueurs et des personnages attachants, drôles et puissants, 4 étoiles. Ensuite, Network, main basse sur la télé, le titre français super, de Sidney Lumet, sorti en 1976. Entrée un peu brutale, parce que 15 000 personnages, 15 000 lieux. Heureusement, ça se décante, et ensuite on est pris par le suspense. Puis flotte un petit peu, parce qu'on a du mal à savoir quel est le personnage principal, et donc à identifier clairement le sujet. Mais des putains de tirades mémorables, et des questions fortes soulevées. Donc 4 étoiles, c'est un gros film. Ensuite, Un après-midi de chien, de Sidney Lumet, sorti en 1975. Histoire fascinante, racontée sans faux héroïsme, transcendée par Al Pacino, ramolli un peu par la redondance liée à l'histoire en elle-même. Pas de discours plaqué, on est libre d'interpréter nous-mêmes. Très sensoriel et puissant. Il y a un personnage qui est raté, notamment sa relation avec le personnage principal. Ça c'est un peu dommage, mais on reste à 4 étoiles. Ensuite, Délivrance de John Boorman, sorti en 1972. Pure immersion, encore une fois pas de discours, les idées passent à travers les situations, tout passe par l'action. Notamment entre le monde rural et le monde urbain. Ça vient travailler la culpabilité à travers cette aventure qui tourne mal. Par contre, il y a une scène en fausse nuit qui est dégueulasse visuellement. Mais ça ne gâche pas ce film moite qui récolte ses 5 étoiles. Et enfin, Les Apprentis de Pierre Salvadori, qui est sorti en 1995. Ultra drôle, notamment grâce à son duo parfait Cluzet-Depardieu. Une légèreté, mais qui laisse quand même de la place au drame, à des facettes plus touchantes. Passionnant, et pourtant ça parle de deux paumés au départ. 5 étoiles, c'est une vraie réussite. Qu'est-ce que j'ai vu sur le grand écran? Tout d'abord, En Liberté de Pierre Salvadori, qui est donc sorti en 2018. On retrouve un peu ce système là des apprentis dont je viens de parler. C'est-à-dire qu'on a à la fois la mécanique comique du film qui fonctionne très bien, on sent que le gars il maîtrise le rythme, et c'est pas si facile à réussir, mais ça permet quand même au drame d'exister. Parce que parfois on rentre dans une espèce de boucle de rire, qui peut annuler tous les autres effets si vous voulez, et là c'est pas le cas, je sais pas comment ils font, peut-être parce que les personnages justement sont développés. Ce qui fait qu'on a envie de les voir vivre, que ce qu'ils vivent nous intéresse aussi. Les personnages sont plutôt complexes et même leurs relations entre eux sont assez originales, ce qui permet au film d'être drôle et touchant à la fois. Un autre truc très cool et qui me fait très plaisir, c'est un film français qui a un désir esthétique. Surtout dans un genre comme la comédie qui justement, aussi pour des raisons techniques, parfois a besoin d'un cadre assez ouvert pour que les comédiens puissent respirer là-dedans, puissent s'exprimer et qu'on ne soit pas concentré sur le cadre. Ben là on a la preuve qu'on peut faire un truc beau, avec même des petites pastilles un peu de genre, si vous le voyez, et je vous le conseille, vous comprendrez, tout en restant dans la comédie, et une comédie comme je vous dis qui tourne à plein. Par contre ce qui peut déstabiliser, c'est que justement je vous disais, il y avait des choses assez originales dans les relations. On est habitué à certains clichés qui sont tellement ancrés que ça peut déstabiliser certains de voir l'histoire fonctionner différemment. Ça peut être pris peut-être pour quelque chose qui ne fonctionne pas dans le film, ou oh non j'aurais bien aimé que ça se passe comme ça parce que je suis tellement habitué sans m'en rendre compte. Bon, la seule petite réserve que j'ai, c'est que j'avais l'impression de pas rentrer complètement dedans, mais notamment j'étais pas bien installé. C'est dans une salle où je ne vais pas normalement parce que notamment on n'a aucune place pour les genoux, c'est un scandale. T'es tout coincé là-dedans et c'est quand même assez difficile de se laisser aller quand physiquement on est tout contrit. Donc peut-être si je le revois, la note peut évoluer, mais si elle évolue, ça sera vers le haut. En tout cas, ça reste un 4 étoiles. Ensuite, je suis allé voir High Life de Claire Denis, qui est sorti en 2018. Est-ce que j'ai besoin de le préciser, puisque ce sont les films que je suis allé voir au cinéma. Là, je vous propose un grand écart, parce que le film a beau être français, ça n'a plus rien à voir. Attention, on bascule dans une sécheresse, une atmosphère tout autre, notamment ça se passe dans l'espace, dans un vaisseau spatial. Alors déjà, on a une ambiance, un design qui est absolument mortel, mortellement stylé. Ça fait plaisir aussi. Alors, on peut pas vraiment parler d'un film français, parce que déjà, c'est une coproduction européenne, et le casting lui-même est plutôt anglo-saxon. Mais on a quand même donc Claire Denis aux commandes, on a aussi Juliette Binoche, et à l'écriture aussi, Claire Denis, et puis ses collaborateurs. Donc il y a quand même une dimension française. Un film de science-fiction, esthétiquement réussi, ça fait plaisir. Le rythme aussi est très particulier, c'est quelque chose de plutôt lent, mais qui n'est pas mou, vous voyez. On rentre comme ça, on est pris dans une espèce de langueur
permanente, notamment parce qu'il y a des thématiques assez sexualisées dans le film, donc c'est tout à fait justifié. Et si ce rythme assez particulier fonctionne, c'est notamment parce qu'il y a beaucoup de mystères, et que souvent si c'est très lent et mystérieux et qu'on comprend rien, au bout d'un moment on peut décrocher. Tandis que là, malgré le mystère, on reste pas dans le flou. À un bon rythme, on nous donne des éléments assez clairs, assez explicites, qui nous permettent de comprendre ce qui se passe et la situation, etc. Et ça permet de faire des scènes un peu plus étranges potentiellement, sans qu'on ait cette sensation, vous voyez, de décrocher et d'être perdu. Et le film justement travaille beaucoup les sensations, c'est notamment parce que le corps est, encore une fois, Claire Denis, ça fait partie des éléments de son cinéma, et au centre, et notamment par ce design, par la situation, par la folie de certaines scènes, on ressent des choses assez fortes, sensorielles comme je disais, et c'est ce qui fait aussi que même si c'est relativement lent, on tombe jamais dans un mou où on se fait chier. Alors par contre, il m'a manqué peut-être quelque chose sur l'histoire, notamment sur la manière dont ça se termine, où c'est presque trop ouvert, et ça se termine peut-être pas au bon moment. Là, j'avais envie que ça continue encore un petit peu, vous voyez. En tout cas, c'est un beau film expérience que je vous conseille avec ses 4 étoiles. Ensuite, je suis allé voir Le Grand Bain de Gilles Lelouch, sorti en 2018, bien vu. Au cas où ça éclabousse, je préfère enlever le pull. On rebascule du côté de la comédie, et justement comédie et non pas film comique. Un peu une des premières surprises entre guillemets que j'ai eu en voyant ce film. Je m'attendais à un truc vraiment plus marrant, léger, notamment par son casting. Quoique il est assez équilibré, c'est peut-être juste de voir Benoît Poelvoorde, on se dit tout de suite ah il va y avoir des vannes entre des mecs, ça va être trop marrant. Et ce que je trouve qui est pas mal réussi, c'est justement qu'on a une espèce d'humour un petit peu permanent quand même, hein. C'est de la comédie au sens large où il y a une légèreté, mais où encore une fois les personnages prennent le pas, leur situation, on est plutôt dans de la déprime en fait. Mais justement le film navigue bien entre ces espèces de vies maussades dans lesquelles on est bien impliqué, une espèce d'ambiance comme ça qui nous plutôt immersive, qui nous porte, qui fait qu'on n'a pas besoin de tant d'éléments comiques que ça, parce que c'est bien maîtrisé en termes de rythme. Et comme j'en parlais tout à l'heure, peut-être il y a une tendance là, esthétiquement encore une fois c'est réussi et on sent une volonté visuelle. Exemple tout simple, c'est une comédie, on peut imaginer un premier plan dans la rue, dans un immeuble parisien. Et ben non, là on a un putain de mouvement de caméra, alors je sais pas si c'est une grue ou un drone, et donc un plan aérien, très lentement comme ça, qui s'approche d'une fenêtre et on rentre dans une maison. Quand on fait un film, ça coûte cher, c'est compliqué à mettre en place, donc pour obtenir ce plan, c'est-à-dire que le réalisateur, le chef-op, ils ont cette volonté de se casser un peu le cul pour obtenir cette image. Ça demande un effort, et ça fait plaisir à voir, esthétiquement, c'est le cas tout le long du film. Sans que ce soit non plus gratuit et que ce soit une espèce d'esbrouf visuel à la con, hein, c'est toujours lié à ce qui est en train de se passer. Je trouve aussi que c'est assez réussi en termes de film choral, puisque vous avez, je sais pas, 5-6 personnages principaux et on navigue comme ça de l'un à l'autre. Par contre, je trouve ça tourne un petit peu en rond au bout d'un moment, c'est un film de 2 heures quand même. Ouais, peut-être enlever quelques scènes, je sais pas, c'était peut-être aussi justement pour équilibrer la présence de tous les personnages. Et puis moi, le climax m'a vraiment ému. C'est des gens qui ont vers mon âge, et peut-être ça me parle plus à moi qu'à d'autres personnes qui verraient le film. Par contre, je trouve qu'ils ont réussi assez subtilement justement ce climax, qui est plutôt émouvant mais en creux, juste par l'action qui est en train de se jouer, n'est pas en train de vous dire des choses, ah là, regardez, attention, là c'est triste, ou joyeux. Mais par contre, après, l'épilogue, lui, je le trouve quasiment inutile déjà, et je trouve qu'il en fait trop. Ça c'est vraiment le truc dommage, je trouve. Et ça reste un film rempli de plein d'intentions, d'idées, donc il mérite bien ses 4 étoiles. Ensuite j'ai vu Une affaire de famille de Hirokazu Koreeda, qui est donc un film japonais sorti en 1918. Pas du tout en 2018, mais oui, c'est la fameuse Palme d'Or, et c'est pas pour ça que je suis allé voir, c'est parce que Koreeda, j'aime beaucoup son cinéma, et je voulais voir son nouveau film. Et justement, je vous avais parlé donc de son film précédent, The Third Murderer, qui était donc une espèce d'incursion dans le thriller judiciaire, puisque d'habitude il fait des films plutôt familiaux. Et là justement il est revenu et il a peut-être un peu mixé les deux quelque part, d'une manière assez particulière. En tout cas, on est à nouveau plongé dans une espèce de petit cocon dufteux de la famille, qui là a une famille constituée de pauvres, un peu laissés pour compte, mais qui nous donne cette espèce de sensation de beauté et de confort. Vous voyez, la famille, c'est en quelque sorte une sorte de refuge. Donc ça, il arrive toujours bien à choper des petits moments très simples, de bienveillance entre les personnages, et en même temps, on a une espèce de sensation un petit peu étrange, parce que on n'est pas sûr de leur relation. Qui est cette personne pour cette personne? C'est étrange là, ce qui est en train de se dire ou de se jouer. Là, il y a une distance qui peut nous étonner. Bien entendu, je ne vais pas rentrer dans des détails, je ne vais rien vous dévoiler, mais le film, à son deuxième tiers, dernier quart, a un changement assez brutal, qui à la fois m'a crispé. Toute la dernière partie du film, j'étais tout tendu comme ça, presque désagréable, parce que j'étais impliqué, hein, pas parce que ça devenait chiant ou mal fait, mais ensuite, avec un peu de recul, ça donne quand même une autre dimension au film, parce que ça m'a fait réfléchir et revoir plein d'événements, et aussi revoir ma vision des choses, ma façon de juger certains rapports, certaines relations. Il y a
ouais, c'est peut-être pas 100% comme ça. Et ça, je trouve que c'est pas mal. Bien rééquilibré, justement, pour pas basculer complètement d'un côté ou de l'autre. Donc là, ça fait réfléchir et ça amène justement de la complexité sur la vision de la famille et des rapports entre les gens. Du coup, j'ai presque envie de le revoir, justement, parce que je pense que mes sensations seront très différentes. Mais il a déjà son 4 étoiles, hein, c'est garanti. Et tout dernièrement au cinéma, je suis allé voir Les Veuves de Steve McQueen, qui est donc sorti en 2018. Contrairement à En Liberté, Le Grand Bain, dont je louais l'esthétisme, là on est sur un film américain qui est, je trouve, presque ingrat, un peu dégueu en termes de photos, côté numérique, couleur un peu pas terrible. Et je me demande si c'était pas un choix pour venir amener une ambiance très particulière. Parce qu'on est dans un thriller et pas tout à fait en même temps. C'est un autre film qui mériterait d'être vu et je crois que ça c'est quand même le signe des films, en dehors de ceux peut-être qui ont un twist, hein. À la 6ème sens, on se dit « Ah, je voudrais le revoir maintenant que je sais ». Là c'est pas ça, hein, parce qu'on va juger les situations différemment. Donc ça c'est plutôt cool, notamment dans un thriller, justement c'est un film où il y a du suspense, où il peut y avoir des révélations, etc. Là on sent notamment que pendant tout le film, on se dit que ça peut basculer. On sait pas trop comment ni vers quoi, notamment parce qu'il y a une espèce d'étrangeté comme ça, d'ambiance, de tension. Et puis on est amené tout doucement avec les personnages, on est impliqué, on prend fait et cause pour ces veuves. Mais surtout là où le film prend une dimension supplémentaire, c'est cette espèce de deuxième couche d'interprétation. Je sais pas trop si je veux rentrer dans des détails, mais c'est quand même lié clairement à des questionnements raciaux. Steve McQueen est noir, et justement, son film précédent c'était 12 Years a Slave. Mais là, je trouve c'est une façon de le faire, justement, à travers un thriller. C'est-à-dire qu'on peut le prendre au premier degré et juste suivre le suspense. Mais il y a un moment, il y a un petit truc qui a tilté dans ma tête, j'ai fait ok. Est-ce que je peux pas justement interpréter chaque personnage selon sa couleur et puis selon son action et ce qu'il représente, etc. Je crois que c'est un film justement qui est fait un petit peu en couches comme ça, et c'est pour ça notamment que tu dis si je le revois, il va y avoir plein de choses à observer, parce que là la première fois, bam, tu te prends tout, tu peux pas tout comprendre, tout voir. Et je sens qu'il me reste là, qui froustille, même de manière presque indécise, vous voyez. Notamment la toute fin, un plan qui est pas forcément très utile, petit bout qui pendouille comme ça, c'est peut-être pour ça que je vais rester à 4 étoiles, mais c'est aussi un film que je conseille. J'ai décidé de vous faire un double top parce que je me suis fait une rétrospective Sidney Lumet qui est un putain de génie. Je vais donc vous parler de Point Limite et de Serpico. Pourquoi ces deux-là? Parce que c'est les deux que j'ai trouvé les plus marquants, les plus forts dans tous ceux que j'ai rematés. Donc tout d'abord Point Limite qui lui est sorti en 1964, qui est en noir et blanc. C'est un film qui revient sur la guerre froide, enfin qui revient d'ailleurs. Je dis ça parce que je l'ai vu là en 2018, mais le film est de 64, donc on était un peu dedans. Et notamment qui parle du problème du nucléaire. Donc là on a droit à une construction très méthodique, très lentement ça monte. On vous présente un personnage, on sent déjà, je sais pas comment c'est foutu, il faudrait vraiment étudier plus précisément la mise en scène. On sent que là, on nous présente un personnage, qu'on va passer sur un autre, que les événements vont se construire au fur et à mesure. C'est comme si on sentait dès le début, c'est vrai que là, quand j'y repense, il y a une espèce de compte à rebours. Putain, comment on fait des trucs? Comment on fait? C'est génial. Ça monte très lentement comme ça, et une espèce de suspense de fou, qui est très bien foutu d'ailleurs. C'est que, encore une fois, le discours là, sur ce genre de thématique, c'est quand même assez frontal, et bah là, ça se passe en creux à travers les personnages et les actions. On nous impose pas de point de vue, ça c'est quand même toujours très agréable, et surtout l'intérêt, c'est que ça te permet toi de réfléchir, de te poser des questions. Si on te dit « Ah, ça c'est bien, ah ça c'est mal », bon bah ok, c'est un constat, mais moi ça ne me fait pas évoluer. On a en plus Henry Fonda qui est parfait pour incarner le président, ça c'est quand même important. Ça aide, ça permet de se projeter aussi, même pour le réalisateur, ça fait une espèce de raccourci. Il sait qu'il va pouvoir suinter cette espèce de désir de justice, c'était déjà le cas donc dans un autre de ses films, donc je vous ai parlé 12 hommes en colère, que je vous recommande aussi fortement. Et c'est peut-être parce qu'il a justement, Sidney Lumet, cette espèce de connaissance du pouvoir, ne serait-ce que d'un acteur, ça lui permet de faire une mise en scène très simple, très sobre et en même temps extrêmement puissante. Quelque chose d'assez redoutable là-dedans. Puis même si je vous disais, donc, le propos passe plutôt à travers les personnages, il va quand même au bout de ce qu'il veut raconter, il va très loin. Et sur la toute fin, là, ça devient plus explicite. C'est presque dommage. Et en même temps, c'est clairement un film à charge, donc au bout d'un moment, bam, il faut qu'il envoie. Il y a quelque chose d'assez implacable qui est hyper puissant, donc c'est pour ça qu'il est dans le top. Ça fait partie des films à voir, Sidney Lumet de toute façon. Et donc en espèce de décalcomanie, on part sur Serpico. On a toujours cette idée un peu de justice, de recherche de justice, une adaptation d'une histoire vraie d'un flic qui a voulu dénoncer la saloperie de corruption dans la police. Et on retrouve à nouveau une qualité de mise en scène très différente, mais qui va réussir en quelques plans à vous brosser un personnage ou une relation. Notamment, je me souviens à un moment, Serpico, donc il y a une relation avec une femme, mais c'est pas du tout au centre, si vous voulez, de
l'histoire, on en a quand même besoin, et en une ou deux scènes, avec l'ellipse au bon endroit, paf, on ressent, on comprend leur histoire, ça déjà c'est absolument brillant, et puis il arrive à nous faire ressentir, à nous montrer ce que vit le personnage, mais sans le montrer explicitement, ça c'est pas facile à expliquer justement, donc on se doute bien qu'à partir du moment où il veut mettre un petit coup de pied dans la fourmilière, il y en a qui vont pas être contents, et donc son rapport aux autres flics, je trouve que c'est assez fou cette manière de capter justement la pression qu'on va lui mettre, sans faire une scène hyper basique, où il y a quelqu'un qui vient le voir et qui lui dit « Dis donc, t'es un salaud, je sais pas quoi, je suis pas content ». On sent plus suinté que ça se passe au quotidien. Jour après jour, il faut qu'il résiste s'il veut aller au bout de son truc. Et c'est ça qui est fort, c'est qu'on arrive, nous, même, sans cette pression comme ça, je suis peut-être mieux à abandonner, non? Il y a toujours cette mécanique comme ça de parler de choses sans juger à notre place. Ça nous fait ressentir, ça nous permet en fait nous-mêmes de le vivre, sans qu'il y ait un espèce, vous voyez, de filtre qui te dit « Il faut que tu le penses comme ça », qui nous permet de déduire nous-mêmes. Donc ça passe bien sûr par l'écriture, mais aussi par la mise en scène. Et l'avantage, c'est qu'en plus d'avoir ce discours où on peut réfléchir, c'est-à-dire qu'on te prend pas pour un débile, on te mâche pas les choses, on permet au spectateur de développer sa propre pensée, et en même temps cette façon de faire est très dynamique. On pourrait dire au premier degré de la dramaturgie du film, bah ça rend le film beaucoup plus dynamique et prenant quoi. Donc on gagne sur tous les points, c'est pour ça que c'est encore un 5 étoiles. Donc si vous connaissez pas du tout Sidney Lumet, c'est peut-être un bon moyen de rentrer dedans, vous voyez. Point limite, Serpico, années 60, années 70, noir et blanc couleur, Henry Fonda, Al Pacino, c'est pas mal comme double programme. Ah, ça va piquer, et je vous ai choisi deux films très différents cette fois-ci. Tout d'abord, Glory to the Filmmaker de Takeshi Kitano qui est sorti en 2007. C'est étonnant parce que j'aime bien Takeshi Kitano quand même. Ce qui est cocasse d'ailleurs, c'est que j'avais déjà vu ce film. Pour le coup, si je l'ai revu, c'est parce que c'est le lundi avec des potes, on s'amuse à se mater un film et à chacun un tour de rôle, on va choisir. Du coup, on tombe sur des trucs qu'on n'a pas choisi. Et au début du film, je me rendais pas compte. J'ai une sensation un peu étrange, mais j'étais pas sûr. C'est-à-dire que le film, je l'avais déjà trouvé nul et du coup, je l'avais complètement oublié. Et j'en ai pensé la même chose la deuxième fois. Parce que le concept en lui-même peut être intéressant. Glory to the Filmmaker, déjà on voit que c'est un film à moitié méta. On a ce Kitano qui raconte un peu sa propre vie, lui-même ce qu'il a vécu en tant que cinéaste, parce que donc il faut savoir que Kitano au Japon, il fait de la télévision, il fait des trucs débiles, il est reconnu pour ça. Quand il s'est mis à faire des films, bon bah c'est pas très bien passé, et là surtout de la reconnaissance ailleurs, notamment en France. Parce que notamment ailleurs, on ne connaît pas ses pitreries à la télévision. Donc ça lui permet notamment de retraverser un petit peu son œuvre, de raconter ah ce film-là ça a pas marché, celui-là ça a marché, donc ça pourquoi pas. Mais le problème c'est qu'on se perd complètement parce que le film part dans tous les sens. Du coup tout apparaît gratuit et nous on décroche complètement. En plus c'est assez lourd les gags. Peut-être en mode hystérique à la télévision ça marche mieux, mais là il a voulu peut-être mixer ces deux facettes, ça fait un truc mou et ça tombe à plat à chaque fois. Il y a quelques gags qui fonctionnent mais c'est vraiment sporadique. Au final c'est un truc ennuyeux et pénible, donc une étoile. Ah bah oui. Et on se finit avec le deuxième flop, Extinction de Ben Yang qui est sorti en 2018. Alors là je suis triste même si je m'attendais un petit peu parce que Ben Yang, je vous en ai déjà parlé pour Love Hunter, c'est un des tout premiers Critic Man que je vous ai fait quand je faisais film par film, qui était une putain de réussite, un putain de 5 étoiles par sa finesse d'écriture, de mise en scène, la direction des acteurs. Et là, c'est quasiment l'inverse. Et notamment, pourquoi je m'en doutais un petit peu, c'est parce qu'il y a eu des problèmes sur la sortie. Moi, j'avais noté, il sortait le jour, et puis il a disparu. Qu'est-ce qui se passe? Il a été reporté, il a été annulé par son premier distributeur, racheté par quelqu'un d'autre, et il est sorti finalement, je crois que c'était sur Netflix ou une plateforme. Ce n'est jamais bon signe. D'ailleurs, ça commence super mal, c'est hyper plat et mou. Ça vous fait un espèce de truc bateau de science-fiction. Ah là là, l'existence, je sais pas trop quoi. Et puis en plus, quand ça part un petit peu en mode action, il y a plein de trucs débiles, je peux vous faire une fiche, je ferai peut-être une émission exprès là-dessus. Quand je commence à prendre des notes parce que je trouve un truc vraiment débile, notamment pour faire potentiellement une future émission, c'est très mauvais signe. Parce que parfois tu vois un truc un peu moche, bon ça passe. Et quand on voit 1, 2 et tu te dis bon ça je le note parce que c'est vraiment trop gros, aïe aïe aïe, ça m'arrive rarement. Vous savez, c'est ce genre d'incohérence dans la façon dont les personnages se comportent, tu te dis mais non, mais qui personne ne ferait ça. T'es menacé, tu restes pas, je sais pas, devant la fenêtre alors qu'il y a des mecs qui tirent en bas. Ah non, je me prends une balle, oui, c'est normal. Et puis au moment où je m'y attendais peut-être le moins, il y a un espèce de twist complètement fou, assez fort en tout cas, qui sur le coup me fait marrer parce que à ce moment-là, c'est complètement déconnecté du film. C'est presque trop, parce que tout est tellement nul avant, du coup. Fait réfléchir à des choses quand même. Et du coup, ce changement amène aussi de la thématique. Donc tout d'un coup, ça commence à parler un petit peu de quelque chose. Sauf que la fin, que ce soit en termes d'effets ou de mise en scène, on a l'impression d'une série. C'est trop laid. Donc c'est pas genre le film qui est raté, puis un moment il y a un twist qui relance les choses et hop, ça devient cool. Non, ça retombe en quelque sorte une deuxième fois. Alors je voulais vous en parler parce que notamment Ben Yang, bah merde, ça fait chier quoi. Tu te dis, ah il va faire un film de SF, lui ce mec là ça peut être cool. Et en même temps c'est parce que je me dis que le film a peut-être été bourré
bousillé parce que ce qu'il a voulu faire n'est pas passé et on lui a demandé de retourner des choses, de transformer son montage 15 fois et au bout d'un moment ça ressemble plus à rien. Vraiment, dans la façon dont ça se finit, j'ai l'impression que c'est pas la fin qui était prévue, quoi. Arrêter un peu avant ou rajouter une scène, mais là ça va pas du tout. Hein. On se dit que ça a été trafiqué et que peut-être il y avait un truc bien derrière. J'ai cherché un petit peu, j'ai lu des interviews, peut-être pas trop s'exprimer là-dessus, mais j'ai rien deviné, en tout cas à ce propos de ah non, on m'a foutu en l'air mon truc. Par contre, on sent que c'est plutôt une commande, voyez. On a dû lui proposer à un moment un projet un petit peu plus ambitieux. Ah, la science-fiction, alors qu'avant j'ai fait plutôt un huis clos avec 3-4 personnages. Il faut que je saisisse l'opportunité. Ça s'est peut-être fait dans des mauvaises conditions et ça fait une merde à la fin. Et j'espère qu'il va pouvoir s'en remettre et nous proposer un truc cool la prochaine fois. En tout cas, il fait nuit noire. Vous avez pu profiter d'un magnifique dégradé du temps pendant cette émission. Je remercie justement les tipeurs qui soutiennent la chaîne. Merci beaucoup à vous. Justement, vous le voyez, hein, les vidéos ne sont pas monétisées, donc si vous voulez soutenir ce que je fais, cette émission-là, mais aussi le podcast, etc., n'hésitez pas, le petit Tipeee, le petit 1€, surtout si c'est mensualisé, moi ça me permet potentiellement de construire des choses à l'avenir. En tout cas, j'espère que cette émission vous a plu, et bien sûr, elle va être redoublée de celle sur les séries. À très bientôt, je vous embrasse. Que je vais tourner tout de suite, donc dans l'émission série, il fera noir tout le temps. Sorti en 1976. Pas du tout, pourquoi je vais dire 76 à chaque fois?